Merci Mathieu. Bonjour à tous. Mais premièrement, je voulais remercier Mathieu. Il m'a bien accompagné, ainsi que Nadia Derry, que vous connaissez plusieurs, là, qui travaille pour la plateforme d'entrepreneuriat agricole. Et aussi, j'aimerais remercier Laurence Gendron, là, qui m'a permis d'utiliser une étude de cas qu'elle avait déjà développée. J'ai quelques exemples pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, essentiellement, je vais y aller direct aux objectifs de la séance. Peut-être dans mes mots, avant d'y aller avec les écrits, c'est toujours un défi. J'ai hésité un petit peu avant d'accepter parce que faire une conférence sur la planification stratégique, c'est pas quelque chose qui est très jazzy, excusez l'expression, mais donc l'objectif que je me suis donné, c'est de démystifier ça. C'est certain que c'est pas d'aller dans tous les concepts. Dans le fond, ça se veut une introduction à mieux comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça peut être utile là, pour votre organisation. Dans le fond, je vais définir c'est quoi une planification stratégique, je vais décrire pourquoi c'est important, puis de plus en plus important pour les entreprises agricoles. Et aussi, après ça, ben, je vais présenter les grandes étapes, qu'est-ce qu'on fait pour essayer que ça soit un petit peu plus tangible. Et finalement, je vais y aller illustrer avec quelques études de cas. Pourquoi j'ai décidé d'introduire la notion d'études de cas? C'est parce que j'entends souvent, puis probablement à juste titre, là, un plan stratégique, ça peut demeurer très intangible, très flou-mou, si c'est l'expression, là, mais par contre, j'ai vu des entreprises qui en ont fait, puis qui ont gardé ça simple, qui ont gardé ça à la dimension de leur entreprise et qui sont arrivés avec des résultats là, très exceptionnels, de grande qualité. Donc, je vous dirais, retenez cet élément-là. Je pense que l'important, c'est de comprendre les grandes étapes, les éléments, mais aussi de garder ça simple et pratico-pratique, on va le voir là, dans la présentation. Bon, sans plus, ben, c'est quoi une planification stratégique? Ben, dans le fond, ça consiste essentiellement à préciser la mission, pourquoi notre entreprise existe, à quoi qu'elle sert, à bien camper sa vision, où est-ce qu'on veut l'amener d'ici dans les prochaines années. Puis, dans le fond, se donner après ça un plan de match qui soit cohérent et assurer la cohésion de nos décisions d'affaires, de nos investissements. Parce que c'est certain qu'aujourd'hui, on va le voir avec votre environnement d'affaires, vous êtes sollicité à tous les jours, il y a des opportunités, beaucoup de subventions, beaucoup d'éléments, des opportunités, là, c'est pas ça qui manque. Par contre, il y a des gros pièges aussi pour vos entreprises qu'on appelle des menaces. Je vous dirais, faire un plan stratégique, bien, qu'on clarifie sa vision puis où on veut l'amener, bien, après ça, quand ces éléments-là se pointent, bien, ça nous fait comme un guide pour décider, bien, ça, c'est pour moi ou c'est pas pour moi dans ce que je veux faire. Et non pas parce que tout le monde y va, c'est fou, je devrais y aller. C'est vraiment, ça va vous aider à mieux clarifier votre feuille de route puis les décisions stratégiques que vous devez prendre pour y aller. Qui est impliqué? Bien, idéalement, bien entendu, les propriétaires, mais compte tenu que souvent de fois, on est dans un environnement familial, la famille, les employés, il faut les impliquer, ils vont mieux comprendre où vous voulez aller, comment votre travail, vos conseillers, autant financiers, que vos conseillers en gestion, même vos conseillers là, qui vous aident dans vos décisions d'entreprise, qui vous aident dans votre quotidien aussi. C'est des sources d'informations. Ils vous regardent aller, puis de leur demander là, des idées, puis comment ils évaluent la situation. C'est toujours positif. Puis bien entendu, vos partenaires. Le résultat qui est souhaité, bien, je l'ai dit tantôt, c'est d'obtenir un document simple où on va retrouver en quelque sorte le plan de match pour les prochaines années. Et finalement, à qui ça s'adresse? Ben, à tout le monde, à tous les types d'entreprises, que ce soit en démarrage, transfert, en vitesse de croisière, en conversion, aux micro-entreprises, aux plus grandes entreprises. Dans le fond, ça s'adresse à tous les types d'entreprises parce que comme entrepreneur, peu importe la structure de ton entreprise, de ta ferme, ben, tu t'en prends des décisions puis tu as un objectif que tu vas atteindre puis qui est modulé selon ce que toi tu veux. Donc, essentiellement, ça s'adresse à tout le monde parce que ça va vous aider dans vos choix. Puis, le rôle du conseiller, encadrer la démarche et accompagner le propriétaire. Je vais ouvrir une parenthèse ici, c'est une condition de succès. Moi, j'ai une petite entreprise, on est 6 au total, et je fais mon plan stratégique. C'est pas une grande entreprise, pourtant, et ça nous aide beaucoup. J'implique mes employés, mon partenaire d'affaires, bien entendu, mais aussi, puis aussi drôle que ça peut paraître, même si je suis un spécialiste, en tout cas, j'en fais beaucoup des plans stratégiques, ben, j'embauche un consultant pour m'aider dans la démarche. Pourquoi? Parce qu'un consultant externe, il est plus neutre, il est plus, en général, moins émotif.
Et quand on fait ce genre de démarche-là, il faut aller au fond des choses. Et moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me dégage. Et puis, je peux me positionner vraiment comme propriétaire puis faire ma réflexion au fond des choses. Fait que le rôle du conseiller est très important pour vous aider à aller au fond des choses. Pourquoi c'est important pour les entreprises ou de plus en plus important? Bien, vous le savez, l'environnement d'affaires est de plus en plus imprévisible, éclaté. Je vais revenir tantôt là, avec toute l'analyse de l'environnement d'affaires, mais on le voit aujourd'hui, on est de plus en plus ouvert sur le monde. Il se passe une guerre en Ukraine, malheureusement. C'est touchant d'un point de vue humain. Puis on voit, nous, j'oserais dire les petites conséquences, mais conséquences tout de même qu'on vit là, sur le prix des fertilisants, sur les enjeux, on a vu le prix des grains augmenter. Ceux qui sont acheteurs de grains, c'est difficile. Ceux qui sont à les vendre, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est tous des éléments qu'on n'a pas de contrôle et qui de plus en plus affectent la rentabilité de notre entreprise. Le coût du capital, notamment des terres, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est de plus en plus important. L'endettement est de plus en plus élevé. La capitalisation a augmenté de façon importante en agriculture. Et ça demeure un enjeu. Puis le choix du modèle d'affaires, on va y revenir, c'est quoi le modèle d'affaires, mais il est de plus en plus déterminant de la rentabilité des fermes. Dans le fond, vos décisions d'investissement vont avoir autant, sinon plus d'impact sur votre rentabilité que d'être bien efficace dans toutes vos opérations. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas être bien efficace dans toutes vos opérations, mais il ne faut pas négliger nos choix stratégiques d'investissement. D'où le lien avec le plan stratégique qui peut avoir des éléments hyper positifs là, sur la rentabilité de la firme. Bon, le coût du capital, l'endettement, bon, ceux qui ont vu quelques-unes de mes conférences, là, je travaille beaucoup avec ce ratio-là. Rapidement, là, puis je ne veux pas aller en détail là-dessus, mais ce que je veux montrer, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on avait besoin d'à peu près 5 à 6 d'investissement ou de dette, si on veut, excusez-moi, de dette. Le passif, c'est les dettes. Là. Ça, c'est pour l'ensemble de l'agriculture au Québec. Et le profil, s'il y a des gens des autres provinces canadiennes, là, il est à peu près similaire. On avait besoin de 6 de dette et là, on est rendu à 7,8, 9, peut-être 10 par 1 de BAYA. Le BAYA, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est ce que génère l'entreprise. C'est les liquidités, si on veut. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'endettement joue un rôle de plus en plus important. Et bien entendu, qui dit endettement, il faut réfléchir aux liquidités, puis il faut faire les bons choix parce que pour que nos investissements soient, excusez l'expression, mais soient rentables et non pas qu'ils nous amènent une pression trop forte sur nos liquidités d'entreprise. Le modèle d'affaires, j'analyse souvent ça comme ça. C'est comment je pourrais dire, une interprétation libre là, du modèle académique, mais moi, je l'applique dans la pratico-pratique là, quand je travaille avec des organisations ou des entreprises. Je vais réfléchir à la structure, je vais regarder la conduite, dans le fond, la gestion de la ferme là, ou de l'entreprise, puis ensuite, je vais voir quelle performance ça a. C'est deux. Si j'ai la bonne structure et la bonne conduite, je vais avoir une bonne performance. Puis dans la structure, ce que j'amène, puis on va le revoir tantôt là, dans les étapes du plan stratégique, puis les éléments, il y a tous les objectifs personnels. Il ne faut pas les négliger. Et là-dessus, je vais donner l'exemple de mon entreprise. Moi, je l'ai défini comme moi, je suis parti en affaires, puis je voulais m'impliquer davantage dans le transfert de savoir, puis travailler avec des organisations à améliorer leur compétitivité, leur rentabilité. Puis mon objectif personnel, j'ai tout le temps voulu garder une petite entreprise. Fait que nous, on se définit comme un cabinet boutique. C'est des objectifs très personnels. Après, j'ai des objectifs d'affaires comme tout le monde. Il faut vivre. J'ai positionné mon entreprise en conséquence, puis je fais des choix stratégiques cohérents. Je ne me comporte pas comme une grande entreprise, je me comporte comme une micro-entreprise, puis mon positionnement dans le marché, il est comme ça, et c'est délibéré. Avec capacité de gestion, j'ai du fun à le faire. Puis j'ai la capacité à générer du BAYA. C'est mon objectif comme tout entrepreneur à la fin de l'année, de dégager des marges là, pour pouvoir continuer à prospérer puis à en vivre. Là. Et finalement, ça me prend des résultats financiers puis personnels. Dans le fond, c'est comme ça que je travaille. Je vais vous donner un exemple comme quoi la structure de ferme peut avoir une incidence bien importante sur les aspirations. J'utilise souvent 3 fermes laitières que dans le fond, ça a été mentionné par Mathieu. J'ai l'opportunité de donner une formation dans la formation d'entrepreneuriat agricole qui est donnée avec l'Université Laval là, pour des jeunes. Et essentiellement, il y a plusieurs années, c'était peut-être 5 ans de ça, j'avais eu 3 producteurs laitiers, entre autres, qui étaient dans le groupe, puis 3 fermes à peu près similaires, à peu près 80 vaches, là, 80 kilos de quota environ, là. À peu près dans les mêmes âges, là, fin vingtaine, début trentaine. Et donc, en apparence, des fermes similaires. Mais en faisant l'exercice qu'on va revoir tantôt, ces fermes-là, on s'est aperçu qu'au niveau de la structure puis leurs attentes personnelles, ils n'étaient pas du tout à la même place.
J'avais une première entreprise, c'était un champion. Là. Il était dans le groupe de tête dans les coûts. Il avait une belle structure d'endettement. Il n'était pas trop endetté, une belle structure financière. Il aimait ça, le lait. Tu sais. Puis, fait que lui, c'était clair que dans sa vision des choses, puis c'était go, c'était, regarde, je suis dans le groupe de tête, je suis bon dans les coups, j'aime ça. Fait que lui, son objectif là, pour assurer la pérennité puis le développement, il s'en allait en croissance, puis il voulait augmenter son nombre de kilos, puis il voulait croître. Lui, c'était assez simple, c'était assez clair. Le deuxième, lui, c'était un transfert plus difficile. Beaucoup d'endettement, relations très difficiles avec les parents. Et il y avait un producteur d'un résultat financier, en tout cas dans la conduite, qui était dans la bonne moyenne. Ce n'était pas un champion, mais c'était pas non plus, il n'y avait pas des lacunes majeures. Là. Ça allait assez bien, mais lui, ce qui l'étouffait, c'était sa structure d'endettement. Il n'y avait plus de liquidité, il avait payé trop cher, puis bref, c'était complexe. Puis lui, sa façon de s'en sortir, c'était de commencer, puis il aimait le lait, il voulait continuer dans le lait. C'était de s'associer avec sa clinique vétérinaire qui cherchait à s'investir pour avoir une place pour faire leurs essais de vétérinaire, si on veut. Là, il parlait à l'époque de transfert d'embryons. Et il regardait, puis il était en discussion avec la clinique pour qu'elle prenne une partie de l'actionnariat. Donc, lui, il est allé chercher du capital externe pour venir régler la pression, puis permettre, pas de croître, mais de maintenir sa structure, puis d'en vivre avec la taille qu'il avait. Puis le dernier, qui lui était enclavé dans un village de plus en plus, la garderie venait d'ouvrir pas loin de chez eux, le village prenait de l'espace. Et il commençait à sentir la pression des citoyens. Il était lui et sa conjointe. Sa conjointe aimait un peu moins les vaches, avait le goût plus le secteur maraîcher. Fait que lui, faire une histoire courte, dans la réflexion, il était dans la moyenne lui aussi, il était pas correct au niveau de l'endettement, mais il a décidé de prendre l'expansion pour pouvoir vivre, là, lui et son épouse. De la ferme, elle a décidé de développer le secteur maraîcher, puis de s'ouvrir un kiosque au coin pas loin de la ferme. Donc, essentiellement, ce qui devait arriva. Les citoyens, quand ils passaient pour aller chercher leurs enfants en garderie, bien, quoi de mieux que d'arrêter d'acheter des produits maraîchers. Fait que, dans le fond, il a repositionné son entreprise, il a fait de la croissance, mais d'une autre façon pour assurer la pérennité puis son développement. Mais, dans le fond, avec ces trois exemples-là, le message que je veux vous dire, c'est qu'ils ont réfléchi stratégiquement qu'est-ce qui était mieux pour eux. J'ai fait ça très rapide en une seconde ou deux, là, mais essentiellement, ils avaient fait un exercice sur eux-mêmes, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, où ils voulaient aller. Mais essentiellement, ils ont pris des chemins différents pour assurer leurs objectifs personnels d'en vivre et d'atteindre les objectifs d'affaires. C'est à ça que ça sert un plan stratégique, c'est ce qu'on va voir tantôt. C'est pas parce que le voisin fait ça que c'est bon pour moi ou vice-versa. Il faut vraiment l'adapter chacun à sa situation personnelle et à ses aspirations personnelles. Puis là, les enjeux des modèles d'affaires, je vais aller plus vite. Vous le voyez autour de vous, là, c'est de plus en plus avec l'ouverture des marchés puis les différentes opportunités. On a toutes sortes de modèles d'affaires. Hein? On a la ferme familiale. Quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années, on parlait de ferme familiale, mais là, aujourd'hui, il y a toutes sortes. Là. On parle des fermes corporatives, des petites tailles. Hein? On connaît bien la ferme aux petits oignons avec une très petite superficie a réussi à dégager des marges incroyables. On a des fermes de très, très grande taille. On a des intégrateurs, on a des fermes intégrées. Il y en a qui ont décidé de diversifier en transformant leurs produits à la ferme pour donner plus de valeur. Il y a les fermes biologiques, il y a les fonds d'investissement comme le FIRA et autres. Il y a le financement traditionnel, etc., etc. Dans le fond, ce que je veux illustrer avec cette diapo-là, c'est qu'il y a plein de différentes façons de s'accomplir en agriculture, en agroalimentaire. Mais il s'agit de bien définir c'est quoi la belle approche pour moi pour que je m'épanouisse comme individu puis que je réussisse en affaires. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. Puis, dans le fond, la question que vous vous posez ou qu'on est souvent confronté comme conseiller quand on rencontre soit un jeune ou quelqu'un qui est en vitesse de croisière ou qui a des projets, bien, il se pose plein de questions. C'est quoi mes choix personnels, ma main-d'œuvre, les taux d'intérêt, la valeur ajoutée que je peux faire, la technologie. Quand je parle de technologie, je peux penser aux robots de traite, au niveau de l'agriculture de précision, etc., les investissements qui sont associés à ça. Puis finalement, mon fameux modèle d'affaires, est-ce que je le fais tout seul, je m'associe? Peu importe, là, il y a différentes approches possibles, puis etc. C'est des questionnements. Puis avant d'investir, quand tu poses toutes ces questions-là, ben, c'est là que le plan stratégique arrive puis qui peut t'aider. Dans le fond, c'est quoi les grandes étapes? Ben, c'est à ça que ça sert un plan stratégique, c'est de m'aider à mettre de l'ordre dans mes idées. Puis je peux vous le dire, moi, j'en fais, mais quand je fais le mien, ça m'aide beaucoup à répondre à toutes mes bulles que je me pose. Puis c'est pour ça que je vais chercher aussi un consultant externe.
il m'aide à rester un peu moins émotif là-dedans, puis m'aligner comme il faut. Donc, il faut faire un bon bilan de la situation. On est rendu où dans notre entreprise? On va y revenir. Il faut faire un diagnostic de l'entreprise, la fameuse force, faiblesse, opportunité, menace. Il faut clarifier sa mission, sa vision et les valeurs. On va y revenir. Les objectifs stratégiques. Quels objectifs que je me donne à atteindre? Là. Quand je dis stratégique, c'est vraiment ceux qui vont faire en sorte que l'entreprise va vraiment changer de modus operandi, qui va se réorienter ou qui va s'enligner vraiment en direction de ma vision. Et j'ai mon plan d'action et financier, bien entendu, et finalement mes suivis, mes tableaux de bord. Ce dernier point-là est excessivement important, de minimalement deux fois par année faire le point, on est rendu avec notre plan stratégique. Ça, c'est les grandes étapes. Et à la fin du cycle, je vous dirais même minimalement une fois par année. Normalement, aux 5 ans, tu recommences, ou aux 3 ans, dépendamment, mais même à la fin de chaque année, c'est pas mauvais de se faire un petit bilan et regarder on est rendu où là, par rapport à ça. On va reprendre avec une étude de cas que je vais aller très rapide. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de présenter dans l'essentiel l'étude de cas. On a pris une journée ensemble, Laurence et moi, pour le présenter, mais aujourd'hui, c'est juste pour le rendre un petit peu plus, donner un exemple plus concret, qu'est-ce que ça peut avoir comme document ou sur une entreprise. Là. Laurence avait fait ça dans le cadre d'un travail qu'elle a fait, je crois que c'était à l'université. Là. Donc, essentiellement, c'était 2 propriétaires dans la soixantaine, d'anciens producteurs laitiers. Ils ont conservé leur terre, ils ont 70 hectares en Mauricie. Puis 2-3 de leurs enfants sont intéressés à prendre le relève, mais avec un projet, bien entendu, qui doit dégager plus de marge que si on reste dans les cultures conventionnelles, maïs, soya, blé. Donc, essentiellement, l'objectif, c'est créer plus de valeur, cultiver les grains bio. Ils regardaient pour aller en biologique, c'était leur valeur. Puis, ils visaient beaucoup aussi toute la notion des protéines végétales. Vous savez qu'il y a un engouement de ce côté-là. Développer l'entreprise afin qu'elle puisse faire vivre 2 familles, là, du moins à temps, si ce n'est pas à temps plein, à temps partiel, mais au moins que ça génère des marges intéressantes. Puis, respecter l'environnement, favoriser la biodiversité, la santé des sols, et des propriétaires. Donc, on voit ici qu'il y a une notion très, très sociétale dans ce qu'ils recherchent. Puis après ça, de faire une agriculture sociale qui soit directement plus proche des consommateurs. Puis il y avait même la possibilité d'agrotourisme. Dans le fond, ils exploraient différentes avenues pour générer plus de marge là, sur l'entreprise. Bien, le bilan, dans le fond, c'est quoi? C'est la première étape. Puis ça, vous faites ça personnellement. Puis si vous êtes des associés, vous pouvez le partager après. Moi, je le fais. Donc, il s'agit, dans une première étape, consiste à faire le bilan. Là. Moi, je le fais une fois par année avec mon associé. On est rendu où? Est-ce qu'on a toujours du fun? C'est-tu là qu'on va aller? Qu'est-ce qui nous tracasse? Qu'est-ce qui nous tracasse moins? Est-ce qu'on atteint soit nos aspirations? On y va autant, on fait le bilan de l'entreprise, les résultats, les projets, comment ça a été, mais on le fait aussi très personnel. Et on partage là, ce qu'on veut plus, puis comment on veut faire atteindre ça. Je vous dirais que c'est probablement un des exercices les plus utiles lorsqu'on est partenaire. Ça nous permet de s'exprimer, puis s'il y a des éléments qu'on aime moins, on le dit, puis vice-versa. Et on se crée un moment une fois par année pour le faire. Après ça, dans le bilan, l'exemple qui avait été donné dans l'étude de cas de Laurence, c'est que dans le fond, l'entreprise, il y avait des terres drainées. J'en ai juste mis un petit extrait, c'est beaucoup plus long, mais c'est juste donner le genre d'élément qui va être dit. Quasi-bénévolat actuel des exploitants, ça c'est du négatif. On met autant les côtés positifs que les côtés moins fun. Là, les faibles volumes de produits pour la grande culture, là. Des produits non différenciés, faible marge, juste avant que le prix du maïs monte à 400$, là, mais essentiellement, mais malgré ça, là, ça demeure quand même, vous savez que les grandes cultures à 70 hectares, c'est plus difficile d'en le personnel, les propriétaires souhaitaient transférer l'entreprise à leurs enfants, souhaitent profiter d'une retraite paisible. Ils ne veulent pas se stresser et être endettés ou couvrir la dette des enfants. Puis la relève désire développer des projets qui dégagent des marges. Puis ils veulent garder aussi une qualité de vie, puis ils ne veulent pas être travaillés là, comme moment qu'ils ont vu leurs parents avec la ferme laitière 7 jours sur 7, puis être captifs de l'entreprise. Ça, c'est à ça que ça sert. Le deuxième, c'est le diagnostic de l'entreprise. Donc, dans le fond, le diagnostic, on va entendre parler de 2 choses. Il y a l'environnement interne de l'entreprise puis l'environnement d'affaires ou l'environnement externe. L'environnement interne, ça fait vraiment référence à ce que vous contrôlez comme gestionnaire. Puis l'environnement d'affaires, c'est ce qui vient affecter vos résultats, mais que vous n'avez pas beaucoup de contrôle. Puis l'exemple, je reviens avec la guerre en Ukraine, là, on voit les conséquences que ça a. On va le voir tantôt. Je ne suis pas revenu avec les forces de Porter aujourd'hui parce que je manquais de temps. On va analyser le pestel, puis je pense que c'est bien important.
Bien, l'environnement d'affaires, c'est quoi? Bien, l'environnement d'affaires, essentiellement, on le voit dans la petite loupe ici, c'est les facteurs externes qu'on a peu de contrôle, mais qui ont beaucoup d'impact. Ici, sur ma ferme de grains, on avait utilisé comme exemple les traités commerciaux. C'est clair que des traités commerciaux qui ouvrent les marchés, ben, c'est favorable souvent de fois d'un côté parce qu'on peut exporter un peu partout, mais ça peut être une menace parce que si je prends, mettons, les grains biologiques, il y a de plus en plus d'importations qui peuvent venir d'Europe de l'Est à beaucoup moindre prix. Ça a eu une pression à la baisse sur le prix des grains biologiques, par exemple. Donc, c'est des éléments là, comme ça qui viennent affecter. On va revenir tantôt, il y en a plusieurs autres. Oups, il y a ici une petite coquille est en double, là, je m'excuse du... Et ici, comment on analyse ça, l'environnement d'affaires? C'est ce qu'on appelle le PESTEL. Puis si vous cherchez sur Internet ou dans la littérature, vous ne verrez pas de S. Je l'ai rajouté, vous allez comprendre pourquoi, parce que je trouve qu'en agriculture, je trouve ça important de bien l'identifier. Bien, au niveau, le PESTEL, c'est P pour politique. Donc, dans le fond, au niveau des éléments de politique, ce n'est pas la politique partisane, les couleurs de parti, mais vraiment les politiques gouvernementales. On a parlé de l'ouverture des marchés. Je vais parler ici de la gestion de l'offre, par exemple. Je peux parler des différents éléments de programme de gouvernement, etc. Au niveau économique, c'est des éléments qu'il faut regarder, les deux principaux, les taux d'intérêt et les taux de change. Les taux d'intérêt, je n'ai pas besoin de vous faire de gros dessins. Ceux qui suivent l'actualité, actuellement, l'inflation est dans le plafond. La Banque centrale, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur. La Banque centrale américaine aussi. On s'en vient peut-être avec d'autres hausses. Qui dit ça dit qu'éventuellement, nos institutions financières, que ce soit FAC, Desjardins ou encore les banques à charte, ben, essentiellement, eux vont augmenter le taux d'intérêt qu'on va payer comme utilisateur d'hypothèques, entre autres. Donc, il va y avoir des impacts. Donc, ça, il faut le voir. Le taux de change, ça a un impact énorme. Tous nos grains sont transigés sur la bourse de Chicago. Le taux de change va avoir un impact direct. Si le maïs à Chicago, mettons, je vais revenir en tonne métrique à l'hectare et non pas en boisseau, là, mais s'il est à, je ne sais pas moi, si le maïs est à 200 $ aux États-Unis, puis on a un taux de change à 1,30 $, ça fait du maïs à 260. Bon, il y a des effets de jeu de local, mais essentiellement, le taux de change est probablement le principal facteur dans la base qu'on voit dans les prix. Puis, essentiellement, si je reviens à parité, comme ça a été il y a une dizaine d'années, ben, je ne suis pas à 260 sur le marché québécois ou canadien, je vais être à 200 $. Donc, c'est des éléments qu'on n'a pas de contrôle, mais qui ont beaucoup d'impact. Il faut quand même prendre le temps d'y réfléchir. Le sociologique, excessivement important, c'est ce qui fait que maintenant, le consommateur, la société est partout sur l'échiquier. Le consommateur veut de tout et son contraire. Les attentes sociétales sont très élevées. On peut le voir comme des coûts, des contraintes, mais il y a des méchantes belles opportunités aussi. On le voit dans le grain biologique, par exemple. La main-d'œuvre, c'est le problème de l'heure, je vous dirais actuellement. Là, on a des enjeux importants de main-d'œuvre, donc il faut y réfléchir, il faut le voir. Ça a un double impact. Le consommateur, il est partout. Hein, le même individu, il est consommateur, il y a des attentes sociétales, mais c'est aussi un travailleur. Fait que, tout dépendamment comment on y parle, on n'aura pas toujours la même réponse là, sur quelle angle il prend l'analyse du dossier. Mais essentiellement, quand on fait une analyse pour notre projet, il faut le regarder. Il y a des belles opportunités. Le technologique, là aussi, tout va vite, tout s'accélère, l'automatisation, les réseaux sociaux, les OGM. C'est juste quelques exemples, mais c'est des éléments qu'il faut réfléchir, qui font partie de votre solution. Entre autres, la main-d'œuvre, un des réflexes qu'il y a eu beaucoup dans le secteur laitier, c'est l'automatisation, c'était les robots de traite. Il y a eu des belles histoires, des moins belles, mais encore là, donc il faut peser ces différents éléments-là, il faut les analyser. Il y a le côté écologique qui est omniprésent dans notre société avec les changements climatiques, l'agro-environnement. Je pense qu'on est dans un virage, là, ça évolue. On l'a vu dans l'exemple d'études de cas que Laurence a fait, un des éléments centraux pour positionner, pour aller chercher de la valeur avec son produit, c'est tous les changements écologiques, puis en réponse à ça, puis les attentes sociétales en lien avec ça. Le législatif, bien entendu, il y a toute la réglementation, les lois, ce qu'on peut faire, pas faire. Dans le bio, c'est positif, on va le voir tantôt. On a la réglementation sur un produit biologique. Hein. Tu t'appelles pas bio qui veut, il y a tout un processus de règles du jeu, puis d'audit, puis de certification. Et le dernier, le S, pour mon pestel de tantôt. Si je reprends les lettres, j'avais politique, économique, sociologique, technologique, écologique et législatif. Et le dernier, le sanitaire, qui est non le moindre, vous le savez pourquoi.
Ça a des impacts de plus en plus sur toutes les dérives. Il peut y avoir, dans le cas des grains biologiques, des dérives. On sait que c'était un des enjeux beaucoup, là, des dérives de pesticides dans les grains biologiques. Ce n'est pas une bonne nouvelle. D'un autre côté, ça peut être avec les façons de travailler et les moyens de gérer. Fait que dans le fond, ce que je vous ai montré rapidement, c'est que cet environnement d'affaires-là, quand on l'analyse sur une entreprise, on prend le temps de discuter comment ça peut impacter la ferme, comment on le voit. Dans le fond, ça amène des menaces ou des opportunités selon comment on le voit. Mais ce qu'on réalise, puis qui m'aurait prédit du maïs à 400$ il y a 2 ou 3 ans? Personne. Mais on est là aujourd'hui. C'est plus imprévisible qu'avant, c'est beaucoup plus important les changements. On voit même juste les marchés boursiers, là, ça bouge beaucoup plus qu'avant. Tous les mouvements sont beaucoup plus importants et sont beaucoup plus rapides aussi. En soi, c'est des menaces, mais si tu te positionnes bien, ça peut être des méchantes belles opportunités. Donc, c'est le but aussi du plan stratégique, c'est de prendre le temps d'y réfléchir pour saisir ces opportunités-là. L'environnement d'affaires, rapidement, ce que Laurence avait commencé à travailler, puis encore là, je n'ai mis juste quelques-uns, c'était plus complexe ça, mais essentiellement, au niveau des politiques, elle parlait des programmes d'aide gouvernementale. Ça peut être en transition biologique, il y a des supports. Les accords commerciaux, elle pouvait le voir négatif, comme je disais tantôt, avec l'importation de grains biologiques d'Europe de l'Est, ou même des fois, on se questionne de d'autres pays, qu'on n'est pas toujours sûr si c'est du vrai bio, mais en tout cas, il y a des questionnements là-dessus. L'économique, les faibles coûts du financement, les taux d'intérêt demeurent malgré tout très bas. Par contre, la volatilité des prix pourrait devenir jouer un impact négatif. Le sociologique, on le voit, l'engouement pour le bio et les protéines végétales. Là, je pense qu'il n'y a pas une journée qu'on n'en parle pas dans les journaux. Les consommateurs, il y a des boutiques spécialisées qui partent, les grandes chaînes mettent l'épaule à la roue. Donc, il y a de la demande de ce côté-là. Mais le manque de main-d'œuvre pour faire ça. C'est beau vouloir faire plus de valeur ajoutée, mais ça demande plus de main-d'œuvre. Après ça, ben, les technologies, l'agriculture de précision, tous les outils peuvent aider aussi dans les aides à décision. Dans le biologique, là, ça peut être hyper important parce que dans le fond, on remplace des produits de synthèse par du savoir, puis de l'observation beaucoup, puis beaucoup de décisions. On réduit le coffre d'outils pour prendre des décisions. Donc, les technologies, les outils de décision peuvent nous aider. Les coûts des technologies la machinerie coûte très, très cher. Ça, c'est le négatif. L'écologique, on a des outils, etc. Je ne les lirai pas toutes, mais vous voyez qu'à la fin, tu finis avec un tableau comme ça t'aide, toi, à savoir par rapport à ton projet, à toi. Tu as une espèce de carte là, de tes points forts, les positifs, les négatifs. Après ça, l'environnement interne, je ne lirai pas toutes les bulles qui sont ici, mais je vais essayer les grands titres, puis je vais leur apprendre celui-là avec l'exemple. Là, je regarde à l'interne chez nous. Puis, s'il y a même place qu'on a besoin de quelqu'un externe pour nous aider, c'est quand on regarde à l'interne. L'aspect organisationnel, est-ce que mes actions sont en ligne avec ma mission, mes visions, mes valeurs? Mes produits, qu'est-ce que j'offre? Est-ce que j'ai la bonne expertise, mes coûts de production, etc.? Mes méthodes, est-ce que j'ai les bonnes? J'ai-tu la bonne chose? Est-ce que je travaille bien? Est-ce que j'évalue mes résultats? Est-ce que j'en fais une réflexion stratégique? Je sais où je m'en vais. Après ça, les ressources physiques et financières, mes installations, mes équipements. Et finalement, les ressources humaines, mes niveaux de satisfaction de mes employés, mes relations avec mes partenaires, etc. etc. On va le reprendre avec l'exemple de Laurence ici. Bien, l'aspect organisationnel, ce qui ressortait dans l'étude de cas de Laurence, c'est qu'il y avait une gestion en très court terme, puis il n'y avait pas vraiment de mission ou de valeur bien définie. Dans le fond, qu'est-ce qui est positif là-dessus, c'est qu'il y a une prise de décision quotidienne rapide. Le négatif ou la contrepartie de ça, c'est que quand ça devient des décisions plus importantes ou plus structurelles, ils n'ont pas de guide, ça devient difficile, ils viennent rapidement dans le brouillard. Les produits et services, bien, des productions conventionnelles, des produits non différenciés, puis des coûts de production qui sont en moyenne supérieure. Il faut dire que la région de la Mauricie, ce n'est pas non plus la meilleure région pour les rendements. Donc, essentiellement, on a une mise en marché qui est très simple dans les grains conventionnels. Là, je pense qu'il y a toujours un meunier près de chez vous. Mais puis l'inconvénient, c'est quand on commence à s'en aller vers le biologique, c'est toute la période de transition. Dans les méthodes, il y a une ouverture, dans le fond, il y avait absence de réflexion stratégique. Il y avait, par contre, il était assez ouvert d'esprit, puis une évaluation sommaire des résultats qu'il réussissait à faire une fois par année. Puis, dans le fond, ils sont ouverts à intégrer des nouvelles façons de faire, puis, mais actuellement, ils sont vraiment en mode réactif plutôt que proactif.
Dans le fond, quand il se passe un incident, ils réagissent, mais ils ne voient pas venir les coûts en bon québécois. Donc, ressources humaines et structures de gestion, relève est formé, impliqué à temps partiel, plusieurs années d'expérience. Donc, il y a un bon réseau de contacts, ils ont des connaissances, ils ont des compétences, ils ont le savoir pour faire la transition. Par contre, il y a beaucoup de pression sur les propriétaires, ils n'ont pas de main-d'œuvre extérieure, fait que là, ça devient un enjeu, là, notamment sur leur objectif de se dégager du temps pour leur famille et eux. Donc, ressources physiques et financières, bien, il y a une autonomie dans plusieurs tableaux, mais ils n'ont pas beaucoup de liquidité parce que ça ne dégage pas beaucoup. Donc, c'est le portrait de la situation. Après ça, le diagnostic de l'entreprise, bien là, je m'en vais. Quand ce que je fais avec ça, bien, ce que j'ai vu, mes points forts, mes positifs, mes négatifs de mon entreprise, dans mon analyse d'environnement d'entreprise interne, devient mes forces, mes faiblesses. Puis mon environnement externe, ce que je ne contrôle pas, ça devient des opportunités ou des menaces. Donc, essentiellement, je ne les relirai pas toutes, mais on est venu les copier comme ça. C'est comme ça qu'on travaille, dans le fond, pour arriver à se donner un diagnostic, nos grandes forces de notre entreprise, nos grandes faiblesses, nos opportunités, nos menaces. Quand je vous parlais des 3 exemples de fermes laitières, il avait fait cet exercice-là, puis chacun avait son petit tableau comme ça. Puis moi, en regardant leur petit tableau, c'est là qu'on a eu discuté, puis ils sont arrivés à voir que finalement, la solution n'était pas la même pour les 3, mais pas du tout. Parce qu'il n'y avait pas du tout le même diagnostic d'entreprise, même si, à première vue, c'était 3 belles fermes laitières de 80 kilos. Donc, essentiellement, ce diagnostic-là, pour être vraiment le diagnostic, ça le dit de l'entreprise. Et là, après ça, les choix vont y aller en fonction de ma mission, de mes visions puis mes valeurs. Dans le fond, la mission, ça décrit ce que fait l'entreprise. La vision énonce où le propriétaire se voit et voit l'entreprise dans 3 à 5 ans. Ça peut être à plus long terme, là, il y a différentes philosophies là-dessus, puis les valeurs indiquent comment l'entreprise se comportera dans la réalisation de ses affaires, autant avec ses partenaires qu'avec ses employés. Par expérience professionnelle, les valeurs est probablement l'élément le plus important à bien identifier et surtout se comporter en fonction de ses valeurs. Toutes les entreprises que j'ai vues qui ont fait ça, qui ont respecté leurs valeurs, bien, ça a fonctionné leurs affaires. La mission, bien, c'est quoi une mission? Bien, on l'a décrit, que fait l'organisation, à qui elle offre ses services, quel est son but, puis avec quoi travaille-t-elle. Laurence avait fait une mission ici, c'est peut-être écrit petit pour tous, là. Ça dit que fait l'organisation, ben, on remplit chacune des boîtes, là, puis j'en ferai pas une lecture détaillée aujourd'hui, je l'amène plus pour vous illustrer que c'est des exercices qu'on fait avec les producteurs. Puis à la fin, ben, on arrive à une mission. C'est qu'eux autres, ils s'étaient donné comme mission de contribuer à l'offre de produits alimentaires répondant aux besoins de la clientèle locale en matière de santé et d'environnement et rapprocher le consommateur de l'agriculteur. Le dernier bout, ils l'ont rajouté à cause de l'agrotourisme qui devenait probablement une avenue. Puis même qu'ils pourraient aller plus loin s'ils vont du côté là, des protéines végétales puis offrir là, une expérience de ce côté-là. Donc, on voit que ça leur ferait cette mission-là, se les positionne à aller capter des belles opportunités d'affaires dans le créneau qu'ils voulaient développer. La vision, elle, ben, c'est quoi l'objectif ultime dans l'entreprise? Comment elle va s'organiser pour y arriver? Puis quelle est la plus-value de la clientèle? Souvent de fois, il y a des exercices qu'on fait. J'ai fait un rêve. Où est-ce que j'aimerais que mon entreprise soit dans 3, 5, 10 ou 20 ans? Commentaire personnel. Moi, j'ai fait cet exercice-là il y a 17, 18 ans quand je travaillais encore à l'UPA. J'étais économiste en chef. J'avais été voir un consultant là, pour m'aider à... Je savais que je voulais partir à mon compte, c'était dans mon plan. Je n'ai pas parti sur un coup de tête, là, c'était réfléchi. Puis c'est le premier exercice qui m'a fait faire. Puis j'ai encore cet exercice-là. Puis je regarde où je suis rendu aujourd'hui. Puis c'était pas payé son exercice. Là, je suis pas mal là. Ça paraît anodin comme exercice, mais c'est un exercice qui a une force assez impressionnante. Dans son cas, il m'avait demandé de m'écrire comme j'étais parti à l'extérieur du pays, puis j'ai envoyé des cartes postales à mes enfants puis, ou à des amis pour expliquer où j'étais rendu. Puis, et cet exercice-là donne des très bons résultats. Ça nous permet de faire sortir en dedans de nous là, vraiment nos aspirations puis où on veut être. Et dans le cas de Laurence, elle a refait l'exercice comme ça avec les questions. Et ça a donné comme vision être une entreprise prospère. Donc, on le voit, ils veulent en vivre, ancrée dans sa communauté, ils demeurent là proches, et un modèle d'agriculture qui favorise la biodiversité. Donc, il y a ces différents éléments-là où ils veulent aller. Donc, ça ouvre la porte là, à faire différentes protéines végétales. Là. Donc, on s'éloigne là, du maïs soya nécessairement et on se dirige vers des grains ou des céréales protéinées élevées et à consommation humaine.
Et les valeurs de l'organisation, il y en a plusieurs. Il y a là aussi il y a des exercices, il y a des tables. Il y a différents types de valeurs, de compétences conquérantes, relationnelles, conduite, morale, sociétale, épanouissement et social. Ce que je voudrais vous dire sur les valeurs, on le fait pour nous, mais on le fait aussi à l'interne avec nos employés ou nos partenaires, mais on le fait aussi à l'externe. Et ça l'annonce comment cette organisation-là ou cette entreprise-là et les individus qui la composent vont se comporter dans la conduite régulière des choses. Et c'est quand je vous disais, ceux qui sont en phase avec leurs valeurs, ça va bien parce qu'ils sont cohérents, puis ça va. Puis pensez à un exemple, j'en donnerai pas, mais des entreprises que vous voyez des fois qui annoncent des valeurs puis qui se comportent complètement à l'inverse. Ça vous amène de la méfiance, vous n'avez pas le goût d'aller travailler là, vous n'avez pas le goût d'être le client, ça amène un paquet de troubles. Par contre, si les gens s'annoncent, puis se comportent en conséquence, ben là, c'est cohérent, c'est intègre et vous avez le goût de faire affaire avec ces entreprises-là ou aller travailler pour eux. Eux autres, il y avait décliné 3 valeurs importantes. On l'a vu, le plaisir, le savoir-faire et le respect. Le respect touchant autant le respect des individus, mais le respect de l'environnement, le respect des consommateurs, etc. Je vous fais ça vite, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Encore là, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer en détail, moi, mais comment on fait ça, puis jusqu'où on va, mais c'est de vous expliquer un peu un cheminement complet d'une planification stratégique. Les objectifs stratégiques de développement, à la lumière du diagnostic, de la mission, de la vision et des valeurs, c'est là que c'est probablement l'étape la plus complexe, la plus, moi, comme consultant, que je trouve encore, même si j'en ai fait un paquet, je suis toujours nerveux. C'est là qu'on enligne les planètes, si on veut, où finalement, avec le diagnostic, ce que l'entreprise veut être, où elle se voit, avec quelles valeurs elle veut travailler, en ayant aussi son dossier financier, ben c'est là qu'on détermine les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis à quelle vitesse, puis quelles sont mes grandes priorités. Et dans le fond, comment qu'on le fait, c'est il faut les définir. Puis les définir, comme je disais tantôt, c'est assez déstabilisant. C'est un art plus que c'est pas une science parfaite. Et c'est là que si tu rentres en phase avec ton client, puis le producteur est en confiance, etc., puis tu as bien fait les étapes d'avance, en général, ça tombe plus facilement que si tu as voulu aller trop vite puis t'en aller là tout de suite. Ça ne t'a pas permis de bien évaluer les différentes choses, puis ce que tu as mal évalué, ça va ressortir à cette étape-là. Souvent, une fois, moi, je dis que faire un plan stratégique, c'est un peu une stratégie d'entonnoir. C'est que au début, tu ratisses très large, puis plus tu descends, plus tu concentres ton analyse, et là, tu arrives au résultat, mais tu as pris le temps d'aller dans les différentes sphères de l'entreprise pour t'assurer que tu as tout couvert. Et qu'est-ce que ça peut avoir là, le document? Bien, je vais vous donner un exemple ici. C'est que je reviens avec ma mission, ma vision, mes valeurs. J'ai mon diagnostic, les positifs, les négatifs, là, au niveau des forces-faiblesses, les opportunités menaces. Puis de là, il y a un objectif qui est sorti. Il y en avait plus qu'un dans l'exemple de Laurence, mais pour aujourd'hui, je n'ai ramené un qui est assez trivial, mais dans tout, il faut obtenir la certification biologique d'ici 5 ans. Bon, si on donnait l'espace 5 ans parce qu'il y a besoin encore de travailler, d'assurer la liquidité, le transfert avec les parents, etc., etc. Une certification de grain bio de mémoire, c'est 3 ans minimum. Donc, 5 ans, c'est jouable. Et là, après ça, un coup que tu t'es donné ça, bien, ça te prend un plan d'action. Comment je vais y arriver? C'est beau de dire je vais être certifié dans 5 ans, mais qu'est-ce que je fais? Dans le fond, c'est la liste des principales actions posées. Et souvent, là, quand il y a des impacts financiers et tout ça, là, tu peux tout. Je vous donne un exemple de gabarit. On va écrire les actions, mais on va aller jusque dans les tâches. Comment je le fais? C'est quoi l'intensité de travail que ça me demande? C'est-tu quelque chose qui est beaucoup, pas beaucoup? Les ressources, investissements, j'ai-tu besoin d'aller chercher de l'argent pour ça? Exemple, si c'était d'introduire un nouvel équipement, ben, il faut que j'aille voir les institutions financières, il faut que je le finance. Puis c'est quelle échéance je me donne pour l'atteindre? Puis c'est quoi mes conditions de réalisation? Y a-t-il des éléments qui ne dépendent pas de moi ou que je dois avoir avant d'aller plus loin, etc. Si j'ai un partenaire, puis il y a une partie de sa job qui doit être faite avant, etc. Donc, c'est un petit gabarit. On se donne un plan de travail, des outils. Et ici, de Laurence, qu'est-ce qu'elle avait travaillé quand je reviens à mon objectif stratégique, obtenir la certification bio d'ici 5 ans. J'ai mis juste une action, il y en avait plusieurs, là, je pense qu'il y en avait 5 ou 6. Mais j'ai mis la première, qui est vraiment la plus triviale. Ça va être, dans le fond, si je vais très concret, bien, vous allez rencontrer des agronomes, des agriculteurs spécialisés en grande culture biologique pour voir comment ça se passe. Il y a des visites d'entreprise, il y a des rencontres, des conférences, aller voir des parcelles. L'intensité, c'est quand même pas très, très élevé. C'est sûr, il faut que tu prennes le temps d'y aller, puis un peu les ressources, puis l'échéancier qui s'était donné là, pour aller commencer à mieux comprendre comment ça fonctionne.
Le mémoire de la deuxième, c'était de commencer à aller rencontrer les organismes de certification, de se familiariser avec le guide, etc. Donc, dans le fond, les grandes étapes pour faire ça. Et un coup tout ça fait, bien là, après ça, il faut que je me donne des suivis puis un tableau de bord. Parce que si je n'ai pas de suivi et je n'ai pas de tableau de bord, ça va faire ce que vous avez sûrement déjà entendu des plans stratégiques. J'ai un bien beau plan, mais il est sur une tablette. Donc, essentiellement, si on veut éviter ça, c'est qu'une fois qu'il est fait puis qu'on s'est investi, il faut se donner un tableau de bord avec des indicateurs. Est-ce que j'avance? Est-ce que je réussis à atteindre mes objectifs? Est-ce que ça va à la vitesse que je veux? Donc, moi, ce que je recommande, c'est de le faire au moins 2 fois par année là, pour maintenir le plan vivant. Tu le fais en mi-année, voir si avance-tu bien. Puis à la fin d'année, tu fais ton bilan, puis tu regardes l'année qui s'en vient après. Là, si c'est toujours les bonnes choses. Est-ce que tu corriges le tir? Des fois, des choses vont plus vite. Par exemple, j'ai eu, à un moment donné, on a eu des témoignages de producteurs qui avaient fait son plan stratégique. Puis, c'était bien clair où ce qui s'en allait. Puis, une terre du voisin qui venait à vendre, mais elle ne faisait pas partie de son plan. Ça l'a tricoté, ça l'a chicoté un peu, beaucoup, énormément. Mais finalement, il retournait voir son plan, il ne faut pas que je l'achète. Finalement, il ne l'a pas acheté. Puis aujourd'hui, il est venu, il est bien content parce que ce n'était pas son objectif. Il a ramené une pression d'endettement, puis il l'a laissé aller. Mais il a atteint ses objectifs d'entrepreneur. C'est à ça que ça sert. Puis il suit son plan, puis il continue à s'assurer qu'il va de l'avant. D'un autre côté, un autre témoignage qu'on a eu, c'est qu'à un moment donné, ils ont vu une belle opportunité qu'ils n'avaient pas pensé au niveau j'ai oublié exactement quoi, là, mais il y avait une belle opportunité, ils ne l'ont pas vu passer, ils ne l'avaient pas prévu. Mais quand il l'a analysé, ça fitait très bien, ça lui permettait d'atteindre les objectifs plus rapidement. Puis au niveau financier, ça faisait du sens. Fait que go, ils sont allés. Fait que dans le fond, le message que je veux passer, c'est que c'est un guide, c'est un plan, mais des fois, il se passe des événements non prévisibles, puis ils vont en avoir, c'est sûr. Mais s'il y avait leur vision bien claire, puis ils savaient où ils s'en allaient, les 2 études de cas, pas d'études, mais témoignages que j'ai eus, puis les décisions, ils l'ont pris en fonction de leur plan de match, puis où ils s'en allaient, puis les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Puis, comme entrepreneur, je peux vous dire que ça simplifie ta vie parce que c'est un guide qui t'aide à prendre des décisions sur les opportunités qu'il te voit passer. Moi, j'ai toutes sortes de projets qui rentrent chez nous, puis des beaux, là, des fois, tu dis, hey, on devrait faire ça, mais regarde, ça ne fait pas partie de où je vais aller, fait que tu le laisses passer. Tu sais. Et d'autres fois, c'est l'inverse. Il y en a qui rentrent, puis ça fait vraiment, je n'ai pas le temps de le faire, mais ça, c'est vraiment dans mon core business, je vais le prendre pareil. Fait que c'est à ça que ça sert aussi, cet outil-là. Et finalement, mon plan stratégique, un coup tout ça fait, ben, j'arrive avec un document relativement simple. C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de pages que ça, mais il ne faut pas que ça soit plus compliqué que ça. Je trouve absolument, ça tient sur 2. Il faut faire ça simple. J'ai ma mission, j'ai ma vision, j'ai mes valeurs qui apparaissent, j'ai mon diagnostic qui est là, ça me permet de voir. Puis aussi, quand je fais mon bilan annuel, est-ce que j'ai corrigé une certaine de faiblesse, j'ai amélioré des forces ou j'ai perdu des forces, etc. Là. Par exemple, j'avais un super bon employé, puis j'avais pas de problème, il était là depuis 10 ans, puis c'était une force, mais là, il est parti, puis là, j'ai de la misère à trouver un bon, mais là, la main-d'œuvre, c'est rendu un problème. Fait que, tu sais, il faut l'adapter. Et les objectifs sont là. J'ai mes objectifs, j'ai mes grandes actions, j'ai mes périodes de réalisation, puis j'ai mes indicateurs de performance. Est-ce que je l'ai fait, je ne l'ai pas fait? Donc, il y avait différents éléments là, qui étaient dans le plan que Laurence avait fait. Puis, entre autres, en bout de ligne, c'est d'avoir la certification obtenue. Là. Puis là, j'ai marqué 1 à 5, puis je l'ai simplifié, mais il y a une série puis une chronologie d'événements dans le plan d'action. Et finalement, en conclusion, parce qu'on voulait prendre 45 minutes pour faire ça aujourd'hui, laisser de la place pour les questions, je vous dirais, pour moi, faire un plan stratégique, c'est prendre le temps de réaliser une réflexion, c'est se donner la possibilité de faire les bons choix. Je vous l'ai mentionné, pour moi, ça m'a aidé beaucoup dans mon entreprise, mais les entreprises où je vois des témoignages puis que j'ai accompagnés, c'est toujours la même résultante, c'est que là, ça me permet de dormir plus simple et plus serein. Je sais exactement où je m'en vais, j'ai les idées claires, je me suis posé des questions. Ça, j'y vais-tu, ça, j'y vais-tu pas, etc., etc. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est en fonction de mes aspirations personnelles? Ça permet un coup ça réalisé, fait d'avoir des idées claires. L'autre élément, ça ne se fait pas en 2 jours. Seulement, ça peut prendre, dépendamment des entreprises, des complexités, puis tout ça, mais en bas de 6 mois, c'est difficile parce que le faire, l'exécuter, c'est pas long, là, tu peux l'écrire, mais si tu veux vraiment te poser les bonnes questions, il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne, qui te
poses les bonnes questions, puis tu prends le temps de consulter. Puis au début, là, prenez le temps de vous poser les bonnes questions pour voir si c'est vraiment ça que vous voulez, si c'est vos choix, ça correspond-tu à ce que vous voulez vivre, à vos aspirations personnelles. Puis aussi, c'est-tu réaliste et c'est-tu opérationnel. Fait qu'en gros, ça fait le tour de qu'est-ce que ça mange en hiver, un plan stratégique. Puis l'idée, je vous remercie à tous. Puis je remercie entre autres aussi Financement Agricole Canada là, pour le support financier, là, parce que je comprends qu'ils collaborent beaucoup avec Gestion Agricole Canada là, pour, entre autres, supporter des conférences comme aujourd'hui. Fait que sur ce, Mathieu, je te cède la parole, puis j'espère que tout le monde en ligne, c'est toujours un peu difficile de parler à un écran, je ne vois pas personne. D'habitude, j'aime beaucoup interagir avec ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup interagir avec la salle ou les participants, puis faire un échange. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire ça le plus clairement possible et le plus simple possible. Fait que je suis ouvert aux questions. Un très gros merci, premièrement, Gilbert, pour l'excellente présentation. C'est vraiment bien détaillé, là, les différentes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir bien élaborer son plan stratégique. Moi, j'ai quelques questions. Là, je vais vous en poser quelques bonnes. Mais premièrement, une question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'on va pouvoir revoir toute cette information-là? Donc, oui, effectivement, la session est enregistrée aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de problème pour revoir ça en ligne. Ça va être sur agrowebinaire.com. Ça va être aussi sur le site de FAC, si je ne me trompe pas. Moi, une des questions que je me pose, évidemment, il y a beaucoup d'agriculteurs au Canada qui pourraient bénéficier d'avoir un plan stratégique. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Je pense qu'on parle de moins de 30% des entreprises agricoles au Canada ont un plan stratégique quelconque. La question que je me pose, dans le fond, on a regardé l'environnement externe tantôt et on se disait, on voit des fluctuations de plus en plus importantes maintenant. Donc, dans ce contexte-là, avec des fluctuations dans l'environnement externe qu'on ne peut pas contrôler, comment on fait pour composer avec un plan stratégique là, puis s'assurer que ça fonctionne toujours, même s'il y a des événements qui se produisent dans le marché qui font en sorte que peut-être qu'on est obligé de changer le fusil d'épaule? Une très bonne question. C'est que davantage, je vais me servir, mettons, je vais sortir de mon étude de cas, là, je vais aller dans le secteur du lait, par exemple. On voit que l'ouverture des marchés a de plus en plus d'impact sur les conditions de prix, de variabilité de prix. Il y a plein de facteurs. Tu sais, maintenant, on est de plus en plus dépendant des marchés internationaux pour les prix, pour les importations. On se rappelle de tous les effets là, des ingrédients laitiers, les impacts que ça a eu. Puis, par exemple, la subvention qu'on a reçue là, pour la transition que le gouvernement a donnée en dédommagement aux producteurs canadiens de laitiers qui ont été affectés par cette entente-là qui s'appliquait non seulement à l'agriculture, mais à l'ensemble de l'économie canadienne. Ben, dans le fond, le producteur laitier, face à ça, il n'y a à peu près pas grand contrôle, si ce n'est que faire ses représentations, puis les organismes ont fait les représentations politiques. Mais lui, comme gestionnaire chez eux, ça veut dire quoi, ça? La vraie question, il faut qu'il se pose, est-ce que mon prix va être plus stable ou moins stable dans le futur? Poser la question, c'est y répondre. Va-t-il être plus haut ou plus bas? Ça, il peut y avoir des très hauts puis des très plus bas aussi. En moyenne, c'est difficile à dire. L'autre élément, ils viennent de recevoir une subvention. Fait que là, si je fais 1 plus 1 égale 2, je vais avoir plus de variabilité de prix, plus de variabilité de volume, donc il faut que je sois plus agile sur mon entreprise. Je viens de recevoir une subvention pour m'adapter à ça. La question que je dois faire, c'est cette subvention-là, qu'est-ce que je fais avec chez nous pour m'adapter à être plus agile dans le futur? Est-ce que j'ai besoin? Puis là, la réponse, comme vous avez vu avec mon diagnostic, va être propre pour chaque entreprise. Tu sais, une entreprise qui n'a pas beaucoup d'endettement va faire un choix X. Une qui a beaucoup plus d'endettement peut se servir de cet argent-là pour se redonner plus de liquidité et enlever la pression de l'endettement sur l'entreprise. Ou être capable, si jamais il arrive quelque chose de majeur, de se dégager un peu d'oxygène, d'être capable de faire un prêt rapide pour répondre à une problématique plus. Donc, il faut que le producteur prenne acte de ça. Puis chez nous, comme gestionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que je peux faire? Donc, essentiellement, ça, c'en est un exemple. Il peut décider, lui, exemple, s'il y avait beaucoup d'endettement, prendre cet argent-là puis réduire sa dette. Ou s'il était pris dans un système qui ne permettait pas beaucoup de s'adapter rapidement aux fluctuations de volume de production, de changer d'investir dans des équipements, dans des technologies, etc. C'est à ça que ça sert, dans le fond, bien comprendre son environnement externe.
Merci, Gilbert. Une autre question qu'on a, en fait, c'est, évidemment, c'est un processus qui est quand même assez complexe, puis comme vous avez dit vers la fin de la présentation, pour vraiment se poser les bonnes questions, puis s'assurer qu'on fait un plan qui a de l'allure, c'est bon d'avoir de l'aide externe. Donc, la question qui se pose, en fait, des personnes qui sont présentes dans l'auditoire aujourd'hui, c'est comment on fait pour choisir un conseiller, un bon conseiller pour pour réaliser son plan? Ben, la première, il faut être en confiance. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je dis des fois à la blague, le conseiller, moi, là, c'est le deuxième qu'on fait avec lui, mais la première fois, je dis à la blague que j'ai voulu le mettre dehors à couper dans le derrière, là. Mais je n'ai pas fait ça, là, mais c'est parce qu'il est venu me chercher, là, puis me poser les bonnes questions, puis il m'a amené dans des zones que ça ne me tentait pas trop. Mais aujourd'hui, je le remercie encore, puis je l'ai rembauché pour l'autre cycle. Mais blague à part, il faut être en confiance, puis il faut se laisser déstabiliser par le consultant pour qu'il nous amène puis qu'il nous force. Il ne faut pas le voir, hey, tu me poses ces questions-là, puis des choses que je ne veux pas discuter. Puis c'est encore plus vrai lorsqu'on est en famille, puis là, il y a des relations souvent de fois par enfant. Donc, ça prend quelqu'un qui a la confiance, puis qu'on va être capable, on va le suivre. On va être bien de s'ouvrir devant lui, puis on sait qu'il va l'utiliser à bon escient pour nous aider à progresser puis à aller au fond des choses. Et donc, la confiance demeure un élément fondamental. Tantôt, dans la plateforme entrepreneuriale, ou plutôt cette fois-là, c'est le SEGA, je pense qu'il avait organisé des formations pour les conseillers qui veulent accompagner les producteurs. Et on a eu 2 témoignages, puis écoutez, c'est sorti très, très, très fort des 2 producteurs qui ont fait leur plan stratégique. Les 2, ils étaient super contents, mais les 2 ont mentionné aussi qu'ils ont eu un accompagnateur ou un conseiller dans lequel ils étaient en confiance. Mm-hmm. Okay. Très important, merci beaucoup. Puis je sais qu'au Québec, d'ailleurs, il y a quand même plusieurs réseaux là, disponibles là, où il y a plusieurs conseillers. C'est quand même quelque chose qui est assez unique parce que c'est pas partout au Canada qu'on a le même support, et puis aussi accès à des fonds pour pouvoir réaliser des plans stratégiques comme celui-là. Donc, quelque chose d'important aussi pour lequel on peut prendre avantage. Parce qu'effectivement, ça peut être très utile à long terme. Donc là, on a quelques autres questions qui rentrent. Je vous encourage à poser vos questions. Il reste quelques minutes. Et avant de quitter, on a un sondage pour vous là, pour savoir votre opinion par rapport au webinaire aujourd'hui. Donc, ne quittez pas tout de suite avant de répondre au sondage, s'il vous plaît. Mais une question qu'on a présentement, c'est si moins de 30% des entreprises ont un plan stratégique, qu'est-ce qui explique ce faible taux? Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt des producteurs? Est-ce qu'il y a un manque de connaissances? Le processus est trop long? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas autant de gens présentement qui ont un plan stratégique qu'on aimerait voir? Selon votre expérience, M. Lavoie, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, au moins 2 réponses, tous ces éléments, mais plus précisément. Je vous dirais un premier élément, c'est que longtemps, le secteur agricole a été moins exposé à la variation de son environnement d'affaires. Avant les grands traités, puis l'ouverture des marchés, etc., on était vraiment, l'agriculture était vraiment avec une vision que l'État encadrait beaucoup son agriculture pour donner une grande sécurité alimentaire. C'est en train de revenir, mais si on part des années du GATT puis de l'OMC, etc. Puis les grands traités commerciaux ont fait en sorte que, tranquillement, pas vite, le secteur agricole est devenu de plus en plus exposé à son environnement d'affaires et nécessairement a réagi en conséquence. L'autre élément, la société a évolué beaucoup rapidement dans les dernières années aussi en termes d'attente avec l'immigration, avec les différents facteurs. Ça fait que notre environnement d'affaires, ça nous offre plein de belles opportunités. Tu sais, la population est de moins en moins homogène et de plus en plus hétérogène ou de plus en plus de types d'aspirations. Donc, ces 2 éléments-là font en sorte que là, maintenant, les producteurs doivent se poser des questions. Je me positionne où, moi, là-dedans? Et le deuxième, je pense que ça a été mentionné là, dans ce que vous m'avez dit. Il fallait démystifier ça. Je pense que c'est l'objectif encore aujourd'hui avec la conférence, de démystifier qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble. Là, tu sais. Puis d'avoir des gens de compétences dans lesquels on a confiance pour nous accompagner là-dedans aussi. C'est assez nouveau. Mais moi, je m'attends que le 30% va évoluer rapidement vers le 50% dans les prochaines années. Et si je peux aussi, avec les expériences, j'en parlais avec Nadir Derry, même encore ce matin,
quand j'ai commencé à donner les formations il y a 7, 8, 9, 10 ans, là, et je vois les jeunes d'aujourd'hui, déjà sont ailleurs par rapport à ça. Je vois déjà le changement là, important chez les jeunes, la relève qui s'en vient, et ces éléments-là là, sont d'une autre classe. C'est des choses qui vont devenir plus communs, à mon avis, avec les années. C'est un outil de plus, hein, dans le fond, dans la gestion là, de l'entreprise, qui, à mon avis, est en amont de tout. Donc, c'est ce qui t'assure de dire, ben voici mon plan, voici où je vais aller, puis voici comment je vais m'organiser pour mes gens. Ouais, c'est effectivement, je pense, la base là, de n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise agricole ou autre, il faut savoir où on s'en va, il faut savoir qu'est-ce qui nous entoure, c'est quoi les menaces, c'est quoi les opportunités, c'est quoi nos valeurs, nos missions, notre vision, etc. Donc, c'est vraiment à la base de notre entreprise. Donc, un processus utile, un processus qui peut être un petit peu difficile, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Il faut vraiment y aller, aller de l'avant puis pas avoir peur de se faire poser des questions importantes. Et puis, en tout cas, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre présentation aujourd'hui. Je vois que vous avez la main levée. Est-ce que vous aviez un dernier commentaire? Non, je suis pas là. Je trahis mon âge avec la technologie. En tout cas, un gros merci, M. Lavoie, pour la présentation aujourd'hui. On apprécie beaucoup. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il va y avoir une deuxième présentation la semaine prochaine, lundi prochain, avec une autre conférencière. Donc, et ce sera à ce moment-là sur le leadership. Donc, on aura une autre présentation à faire, un autre sujet important en gestion agricole. Donc, un gros merci à tout le monde qui est là aujourd'hui. Merci d'avoir répondu au sondage aussi. Et puis, un gros merci à Financement agricole du Canada d'avoir permis que ceci soit possible aujourd'hui. Donc, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne semaine, puis j'espère vous voir la semaine prochaine. Okay. Merci à tout le monde. Au revoir.